La plupart des éditions de ces livres en français étaient, on l'a dit, devenues introuvables. Heureusement, vous veillez au grain et vous vous lancez dans une entreprise considérable qui est l'édition, une nouvelle édition des œuvres complètes de Léon Chestov aux éditions Le Bruit du Temps que dirige Antoine Jacotet. Oui, je crois que c'était très important de le faire parce que malgré les éditions, disons des années 60, 70, Chez Flammarion notamment. voilà, il y a eu ce problème des passages en grec ancien, en latin, qui sont très fréquemment cités et jamais vraiment traduits. Donc, ce qu'on a essayé de faire pour cette nouvelle édition critique, c'est d'identifier déjà la source des passages cités et de les traduire, et aussi faisant de rendre accessible la grande partie, la majorité des œuvres de Chestov. Oui, parce que c'est une édition annotée, suivie d'un index. Mais pour le reste, vous reprenez des traductions existantes. Hein. Il n'y a pas un nouveau travail de traduction. Non, pas dans le cas de ce livre, Le pouvoir des clés, qui avait été traduit par Boris de Schlosser. C'est-à-dire par le grand, le très grand traducteur. Oui, de Chestov. Et il l'a traduit en collaboration directe avec Chestov. Donc, il n'y avait pas de problème majeur de traduction. On a mis à jour, bien sûr, quelques termes, l'orthographe, mais on ne peut pas mieux faire. Comment vous l'avez conçue, cette nouvelle édition des œuvres complètes ? On a pensé reprendre les principaux volumes, non pas par ordre chronologique, mais plutôt par ordre d'importance, et aussi tenant compte des œuvres qui sont les plus demandées. Par exemple, on va continuer maintenant avec Athénée Jérusalem, depuis très longtemps épuisé. Qu'il considérait comme son grand livre. Qu'il considérait comme son plus grand livre, bien sûr. On ne va pas suivre l'ordre chronologique parce que, par exemple, en ce qui concerne la révélation de la mort, le livre qu'il publie presque immédiatement après son arrivée en France en 1923, cet essai, en effet, a été plus tard incorporé dans le volume sur la balance de Job. Et ça posait un problème parce qu'on ne pouvait pas publier deux fois le même texte. Et je crois que c'est plus important de garder tout de même la chronologie déjà des œuvres en langue russe, des originaux, et puis de donner une idée enfin de la succession des œuvres que Chestov lui-même avait conçues pour ses œuvres complètes. Je pense que ça serait intéressant de reprendre le parcours un peu biographique de Chestov. Bon, il existe en français une biographie en 2 volumes, très détaillée, que vous avez apportée avec vous. C'est un travail important, mais si j'ai bonne mémoire, qui a été un peu controversé au moment de sa publication. Oui, la traduction n'est pas la meilleure. Bien sûr, on va reprendre cet ouvrage aussi bien que les œuvres de Chestov, mais c'était quand même très important de donner à lire cette biographie de la fille de Chestov, Nathalie Baranov-Chestov, et de pouvoir établir aussi une chronologie plus précise des événements. Par exemple, on m'a souvent posé la question de l'arrivée de Chestov en France, de ses voyages avant cette arrivée en France. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire sa naissance. C'est en 1866, exactement, à Kiev, dans une famille de commerçants juifs. Oui, où d'ailleurs son père était très respecté, très connu, une figure de sage, presque de rabbin. Et après ses études secondaires à Kiev, il entreprend des études de droit qu'il finira. Mais le droit mène à tout, hein. Oui. Oui, le droit et mathématiques. En plus, c'est curieux parce que sa rencontre avec Husserl plus tard, je pense, le ramènera à ses études justement de sciences exactes. Alors, comment a-t-il dévié vers la philosophie, vers la philosophie et l'écriture? Oui, très tôt, enfin vers 20 ans, il commence à écrire ses premiers essais, il publie ses articles et il commence à s'intéresser à Shakespeare.
et à son critique de l'époque, Georges Brandes. C'est son premier livre. Voilà, son premier livre. Shakespeare et son critique Brandes. Voilà. Et le problème qui l'intéresse, c'est celui de la tragédie, mais pas dans le sens dans lequel Brandes l'entendait. C'est pas une, disons, façon d'expier culpabilité ou s'améliorer de point de vue moral, c'est plutôt une épreuve qui peut mener à tout et qui dévoile le caractère absurde de l'existence. Et ce livre, il l'a répudié par la suite. Oui, justement parce qu'il gardait un point de vue trop, disons, moral. Il expliquait la rupture, la cassure dans le temps causée par la tragédie d'une façon morale, comme une expiation. Est-ce qu'il est revenu à Shakespeare dans ses autres livres? Oui, souvent, très souvent. Il revient surtout à ce motif du temps qui est hors des gonds. Et il l'interprète différemment, surtout à partir du livre qu'il publie en 1905, L'apothéose du déracinement, qui était fortement influencé par Nietzsche, et qui est un livre d'aphorismes. Donc là, il s'agit vraiment d'une cassure très nette avec la pensée philosophique classique, la pensée allemande, et l'interprétation de Brandes. Et c'est ce livre-là, de 1905, qui a été précédé de deux autres livres, L'idée de bien chez Tolstoï et Nietzsche, et la philosophie de la tragédie, Dostoïevski et Nietzsche. Justement, oui, parce qu'à partir du deuxième livre, il adopte cette dénomination de philosophie de la tragédie pour mieux rendre compte de l'importance que le tragique avait pour toute son œuvre d'ailleurs, et pour expliquer son point de vue qui n'est pas du tout celui, disons, des philosophes classiques allemands de Kant ou bien de Hegel. Il s'oppose aussi bien à la philosophie de l'histoire d'Hegel qu'à l'éthique kantienne. Et la philosophie de la tragédie allait par la suite être aussi adoptée par son disciple Benjamin Fontaine. Et je crois qu'elle annonce déjà, non pas l'existentialisme, disons, en tant que tel, mais une pensée existentielle des années 20 et 30 qui a été très importante justement à l'époque. C'est entre autres Jean Wahl qui parle de cette différence entre la pensée existentielle dans laquelle il inclut aussi bien Jaspers que, disons, plutôt Kierkegaard, et même Nietzsche, à travers les écrits de Tchekhov, devient un des précurseurs de cette pensée existentielle, de l'existence, et non pas d'une façon systématique de l'existence dans un monde où l'on a tué Dieu. Voilà, exactement, l'existence dans un monde où il n'y a plus de réponse à l'appel de l'homme, où en criant, comme il fait référence au livre de Job et au cri vers Dieu, le problème qu'il relève, c'est le problème de ce silence. Et je crois que là, il rejoint d'une façon très naturelle aussi Pascal, une réflexion qui est non pas seulement en opposition à une raison scientifique, à une systématisation de la pensée, mais aussi à une théologie dogmatique. Donc il ne se place pas tout à fait du côté d'une pensée religieuse, dogmatique. Il est en opposition aux deux. Alors après l'apothéose du déracinement de 1905 que vous avez cité et qui fait l'apologie du doute créateur, paraît en 1908 Les commencements et les fins, un livre dans lequel il reprend un essai sur l'autre grand russe qu'on n'a pas encore cité, Tchekhov. Tchekhov Oui. Et la création ex nihilo. Oui.
En essai très important parce qu'il va être repris après en volume. C'est d'ailleurs un des essais qui ont été très vite aussi traduits en anglais. Là, il paraît, il faut le souligner, un an après la mort de Tchekhov. Oui, justement. Et c'est un essai très intéressant parce que là, Chestov cite non pas seulement les œuvres de Tchekhov, mais de façon très surprenante Baudelaire, le goût du néant. Et les vers célèbres